Dans le quartier résidentiel de Cocody, Mathurin Coffey, homme d'affaires respecté et marié depuis 25 ans, menait une vie bâtie sur le mensonge. Aux yeux de tous, il était un époux irréprochable, fidèle à Odile, sa femme, une femme pieuse et discrète qui consacrait son temps à la famille et aux œuvres caritatives. Mais Mathurin avait un secret. Depuis 3 ans, il entretenait une relation clandestine avec Soraya, une jeune femme ambitieuse et calculatrice. Pour brouiller toute piste et calmer ses propres soupçons, Mathurin prit une décision aussi audacieuse que dangereuse. Il fit venir Soraya vivre sous son toit en la présentant comme la nouvelle servante de la maison. Odile, naïve et confiante, accueillit Soraya avec bienveillance, sans se douter qu'elle partageait son foyer avec sa rivale. Mathurin Coffey était un homme obsédé par le contrôle. Directeur d'une entreprise florissante, patriarche respecté, il croyait que tout, les êtres comme les choses, pouvaient être rangés, dissimulés, manipulés. Sa femme, Odile, l'aimait sans bruit depuis près de 25 ans. Elle connaissait ses absences, ses colères froides, mais jamais elle n'avait osé soupçonner l'ampleur de sa duplicité. Mathurin n'était pas un homme, il était une fonction. Dans le quartier, on ne disait pas Mathurin, on disait le père, le chef, celui qui décide. Sa parole valait loi. Sa maison était droite, ordonnée, silencieuse. Sa femme, Odile, faisait partie du décor. Une présence utile, jamais centrale. Dans cette maison vivait aussi Jonas, le fils aîné de Mathurin, âgé de 26 ans. De retour après ses études à l'étranger, Jonas observa rapidement les tensions silencieuses, les regards fuyants, les ordres trop doux de son père envers la prétendue servante. Là où Odile ne voyait qu'une employée timide, Jonas percevait une femme trouble, au regard chargé de non-dits. Sa maîtresse, Soraya, jeune femme aux yeux sombres et à l'orgueil blessé, fut présentée comme une simple servante. Elle dormait dans l'annexe, baissait la tête devant Odile, obéissait trop bien. Mais la nuit, Mathurin venait réclamer ce qu'il croyait lui appartenir, persuadé que elle, humiliation de Soraya, faisait partie de elle ordre comme il imposait au monde. C'est ainsi qu'il fit entrer Soraya dans la maison, non comme une femme, jamais, mais comme une chose déguisée en servante. Il ne voulait pas seulement la posséder, il voulait la réduire, la rendre invisible, prouver que son désir pouvait cohabiter avec sa respectabilité sans la menacer. Soraya entra dans la maison comme on entre dans un piège. Elle fut en réalité assignée, au silence, à la disponibilité, à la honte. Mathurin ne l'aimait pas. Il ne désirait même pas vraiment son corps. Il désirait le pouvoir de disposer. La faire passer pour invisible était sa jouissance la plus profonde. Mathurin appelait cela ne pas faire de vagues. Mais les vagues naissent toujours des corps qu'on empêche de respirer. Soraya était le mensonge incarné. Odile était l'aveuglement nécessaire. Jonas était l'erreur qu'il n'avait pas prévue. Son fils, Jonas, était un prolongement attendu, un héritier supposé. Mathurin croyait au pouvoir vertical, celui qui descend, celui qui ne se discute pas. Mathurin appelait cela l'ordre. L'ordre, c'était une maison où la femme parlait peu, où le fils apprenait à imiter, où la servante n'existait qu'à condition de se taire. L'ordre, c'était son nom prononcé avec respect, ses décisions jamais expliquées, ses fautes jamais interrogées. Odile, son épouse, avait appris très tôt que survivre signifiait se réduire. Elle avait cessé de poser des questions avant même de comprendre ce qu'elle sacrifiait. Elle n'était pas ignorante, elle était dressée. Sa fidélité n'était pas un choix, mais une stratégie d'endurance. Jonas, le fils, fut élevé pour hériter de ce système. On attendait de lui qu'il reproduise. Pourtant, il vit. Il vit le corps fatigué de sa mère, la peur maquillée en respect. Il vit Soraya baisser les yeux non par modestie, mais par survie. Et dans ce regard baissé, il reconnut la violence que son père appelait autorité. Il haïssait son père sans parvenir à le nommer. Il le regardait comme on regarde une ombre trop grande. Jonas regardait son père autrement. Il voyait les fissures, les ordres trop secs, les silences trop lourds, la peur dissimulée derrière l'autorité. Il comprit avant même de savoir, et Soraya comprit aussi. Entre eux, il n'y eut pas d'amour héroïque, seulement une chose plus dangereuse, le refus commun de la domination. En s'approchant l'un de l'autre, ils ne trahissaient pas Mathurin, ils le destituaient.
Peu à peu, des conversations anodines naquirent entre Jonas et Soraya. Puis des confidences. Puis une proximité dangereuse. Soraya, blessée par sa condition cachée et lasse d'être dissimulée, trouva en Jonas une attention sincère, presque vengeresse. Jonas, quant à lui, voyait en elle une manière inconsciente de défier un père qu'il jugeait autoritaire et hypocrite. Entre Jonas et Soraya, le lien ne naquit pas d'un désir simple, mais d'une fêlure commune. Elle voyait en lui une échappatoire, une revanche muette. Lui voyait en elle la preuve vivante que son père n'était qu'un imposteur. Ils se rapprochèrent sans promesse, sans amour déclaré, comme deux naufragés s'agrippant à la même planche pour ne pas sombrer seuls. Lorsque Jonas s'approcha de Soraya, ce ne fut pas un geste héroïque. Ce fut un refus maladroit, imparfait, mais réel. En la regardant comme un sujet, il détruisait la hiérarchie. En la désirant sans la posséder, il annulait la loi paternelle. Maman Yao, la vieille cuisinière, comprit tout qu'avant les autres. Elle savait que les maisons parlent, que les murs se souviennent. Elle tenta de prévenir Odile, mais Odile ne voulait plus entendre. Elle préférait l'ignorance à l'effondrement. La vérité éclata un soir d'orage. Mathurin, rentré plus tôt que prévu, surprit une scène qui le glaça, Soraya et Jonas, son propre fils, assis trop proches, liés par une complicité sans équivoque. Aucun geste indécent, mais tout était déjà dit. Quand Mathurin ouvrit la porte cette nuit-là, il ne vit pas un adultère. Il vit son pouvoir rendu inutile. Son regard ne produisait plus d'effroi, son nom ne provoquait plus de recul. Il était devenu un homme de trop dans sa propre maison. Ce fut une insurrection symbolique. Le silence fut plus violent qu'un cri. Quelque chose se brisa en lui de façon irréversible. À partir de là, tout s'effondra, sans bruit. Mathurin comprit alors l'ampleur de sa chute. En voulant tromper sa femme et manipuler les apparences, il avait détruit l'ordre même de sa maison. Il était devenu victime de son propre mensonge, cocu par son fils, non par vengeance consciente, mais par la logique implacable de la trahison qu'il avait semée. Son pouvoir ne fonctionnait plus sur leur corps. À partir de ce moment, la maison cessa de lui répondre. Odile tomba malade, non d'un mal soudain, mais d'une fatigue ancienne, celle des femmes à qui on demande de tenir debout des structures qui les écrasent. Elle se laissa glisser hors du rôle. Vivre ou mourir n'était plus la question. Soraya partit, pas en victime, en survivante. Elle refusa de rester le terrain où les hommes règlent leurs conflits. Elle emporta son silence comme une arme. Jonas disparut à son tour, incapable de réparer ce que n'il avait compris trop tard. On ne détruit pas un système sans se brûler. Mathurin resta seul avec ce qu'il n'avait jamais appris à affronter, le vide. Il continua à parler, à ordonner, à exiger. Mais le patriarcat, privé de corps féminins à dominer, devient un monologue absurde. Et il découvre trop tard que tout ce qui haine est tenu que par la peur, finit toujours par se retourner contre celui qu'il exerce, comprenant enfin que le pire des châtiments n'est pas la colère des autres, mais le retour de ses propres fautes. Mathurin est devenu inutile, et c'est cela, la fin la plus violente pour un pouvoir masculin fondé sur la domination. Non pas la punition, non pas la vengeance, mais la perte totale de centralité. La maison tient encore. Les femmes, elles, ont cessé de la porter. Quand les femmes cessèrent de se taire et de porter la maison, le pouvoir de Mathurin ne s'effondra pas dans le bruit, il disparut simplement, révélant que le patriarcat ne meurt pas sous les coups, mais d'être enfin laissé sans corps à dominer.